Super. Eh bien, bonjour à tous. Bonjour à ceux qui sont autour de la table. Bonjour à ceux aussi qui sont dans l'amphithéâtre, pas très loin de nous et qui nous entendent certainement. Et puis, nombreux sont ceux aussi qui sont derrière leur ordinateur. Donc, ravi d'avoir tout le monde. C'est un peu un jour spécial puisqu'on se retrouve enfin. Après parfois des semaines, parfois des mois même d'attente. Donc, enfin un événement entre professionnels. Donc, on a ensemble 1 heure. Pendant cette heure, on va principalement parler d'immobilier et d'un sujet spécifique qui est les emails. Pendant cette heure, on aura à peu près 40 minutes de table ronde. Et puis, s'en suivra certainement 20 minutes de questions-réponses. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit tour de table rapide pour présenter chacun. Je vous présenterai aussi le sujet qu'on va aborder dans la journée, enfin dans l'heure. Et puis enfin, on fera l'intervention de chaque personne. Alors, pour me présenter en premier, Thibaut Favre, cofondateur de Inch, et donc rapidement pour enchaîner sur Henri, donc Henri Buzicazo. Henri, vous êtes un personnage de l'immobilier, vous avez fait vos débuts dans l'éducation, et puis ensuite à la FNAIM. Vous avez aussi rejoint le groupe Foncia, vous avez travaillé pour Tagerim, vous avez assuré des postes de direction et vous avez fondé et vous présidez actuellement l'IMSI, donc l'Institut du management des services de l'immobilier. Est-ce que c'est juste tout ce que je viens de vous dire? Oui, tout ça est vrai. Je mentionne juste une étape de plus. J'ai été aussi dans l'univers politique et auprès d'un grand ministre du Logement, voilà, Pierre Méhaignerie, j'aime le rappeler parce qu'il m'a beaucoup appris. Tout à fait. Et puis, je fête cette année mes 30 ans d'immobilier. Et j'en suis très fier et je pense que ça va me servir à débattre avec vous. Ça Super. fait une certaine expérience. Parfait. On est ravis de vous avoir autour de la table. Ravi. On a à votre droite donc Claire Villemain. Claire, vous avez fait vos débuts à Londres, si mes informations sont bonnes, principalement dans la finance. Puis ensuite, vous avez rejoint la société numérique Groupon, dans laquelle vous avez assuré des postes de direction opérationnelle et marketing. Et maintenant, vous êtes directrice générale adjointe de la société Oiko. C'est exact. Parfait. On a Nicolas Mille. Donc, Bonjour. Nicolas, vous avez démarré dans l'informatique, vous avez même été développeur, vous avez Absolument. travaillé dans la société IBM, une petite boîte Ouais. de région, dans laquelle vous êtes resté 17 ans. Vous avez aussi assuré des postes de direction et puis vous avez rejoint la société Sergic en tant que CTO et maintenant vous êtes directeur général délégué. C'est bien ça. Parfait. Très bien. Vous avez à votre gauche donc Michel Pédel. Michel, vous aussi, vous êtes une des figures de l'immobilier. Vous avez fait une bonne partie de votre carrière chez Foncia. Vous aussi, vous avez assuré des postes de direction. Vous avez créé en 2011 une société qui s'appelle Amonicia, qui fait de la gestion immobilière et notamment dans le résidentiel à Paris. C'est ça. Et pour finir, peut-être Gilles. Donc Gilles Frémont. Bonjour, Vous êtes aussi une personne de l'immobilier. Vous avez même été le seul, je crois, à faire votre formation initiale dans l'immobilier. Et vous avez rejoint le cabinet Coraz, maintenant, c'était il y a presque 17 ans, c'est ça? C'est ça, bientôt 18. Bientôt 18, bravo. Et vous êtes directeur de la copropriété là-bas. Et vous êtes aussi président de l'ANGC, qui est donc l'Association nationale des gestionnaires de copropriété. Tout à fait. Eh bien, super. Bah, écoutez, ravi d'avoir toutes ces personnes autour de la table pour un sujet qui va nous intéresser aujourd'hui, qui est le sujet des emails. Qui pourrait paraître un petit sujet, mais qui est en fait un grand sujet. Alors, pourquoi c'est un grand sujet et pourquoi on a choisi de faire un point spécifique là-dessus? Tout simplement parce que c'est le problème numéro 1 aujourd'hui dans la profession et tout le monde en parle, ça irrite tout le monde, c'est extrêmement complexe à gérer et c'est pour ça qu'on voulait en parler entre nous. C'est complexe bien évidemment à gérer pour vos collaborateurs, c'est complexe pour vous peut-être aussi en tant que manager et en tout cas ça handicape tout le monde dans la profession. Juste pour qu'on ait quelques chiffres, et puis Gilles en donnera peut-être en plus, mais c'est des dizaines d'emails par jour pour vos collaborateurs. On va être sur des communautés de clients quand même conséquentes. En gestion locative, ça peut être 500, 1000 pour les bailleurs sociaux, ça va être 1500, voire 2000 parfois en copropriété. Donc, on a 2000 personnes en face-to-face en quelque sorte, on n'a pas d'intermédiaire et vos interlocuteurs peuvent écrire directement avec vos collaborateurs. Sur des sujets dont il est très compliqué de mesurer la criticité en amont, juste avec un objet d'email, ce n'est pas facile à faire. Le temps de traitement est aussi très compliqué à gérer. C'est vraiment compliqué pour vos collaborateurs de gérer tout ça. Pour les managers aussi, ce n'est pas facile. Quand on est manager, notre job, c'est d'aider les collaborateurs. C'est très compliqué de prendre le pouls de ce qui se passe dans vos équipes. Chaque adresse email, il y en a une par collaborateur. Ça crée des vitrines, exactement comme des vitrines physiques, mais c'est des vitrines numériques. Et donc, il y en a autant de collaborateurs. Il faut pouvoir toutes les aider, les accompagner. C'est assez facile quand c'est physique. On peut
s'assurer que ça ressemble à peu près à l'enseigne qu'on a choisi d'avoir, à peu près à la qualité de service qu'on a envie d'avoir. Est-ce que l'affluence n'est pas excessive? C'est facile en physique. En numérique, tout ça, c'est extrêmement compliqué. Et donc, ça ne facilite pas le travail des managers. D'autant qu'à partir du moment où vous voulez commencer à mettre quelque chose au point, vous vous retrouvez confronté avec le fait que lorsqu'un collaborateur part, souvent, toute la mémoire de ce que vous avez fait part avec lui, part avec sa boîte mail. Donc, sujet épineux, sujet complexe. On pourra effectivement en parler des heures et à la fois de manière très pratique ou plutôt en métaphysique, mais on va essayer de rester sur les aspects très pratiques. Justement, j'en profite peut-être pour commencer par Gilles, qui est à ma gauche. Donc, Gilles, président de la NGC, vous avez d'ailleurs mené une étude par rapport à ça. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, tout à fait. La NGC a mené une enquête en 2020 auprès des gestionnaires copropriétés, mais également des comptables et des assistants de copropriété, des directeurs copropriété. On a eu plus de 1000 répondants à cette enquête. On a posé une trentaine de questions sur le profil et les motivations, les aspirations, les difficultés des gestionnaires. Et parmi ces questions, il y avait trois questions concernant les mails. Alors, avant toute chose, je voudrais rappeler quand même que les mails, on n'est pas là pour les critiquer. C'est un super outil pour s'envoyer des informations, des pièces jointes et communiquer au plus grand nombre. L'idée, c'est de maîtriser l'outil. Il est fini le temps du fax, bien sûr. Alors, cette enquête révèle que pour 80% des gestionnaires, le flux de mails continu, permanent, représente une charge psychologique permanente, une charge mentale. On parle souvent de la charge mentale dans d'autres domaines. Les mails représentent une charge mentale permanente pour 80% des gestionnaires. C'est énorme. C'est un chiffre qui interpelle. Un autre chiffre intéressant, qui est un peu le corollaire, 80% de même, les gestionnaires estiment ne pas être formés en interne dans leur boîte à la gestion de ces flux de mails. On oublie un peu ce sujet-là pour former dans la formation continue. C'est intéressant, là, j'en parle aux dirigeants qui sont autour de cette table. Et un dernier chiffre intéressant, alors, qui vous concerne un peu directement, 66%, mais ça changera peut-être à l'issue de cette table ronde, 66% considèrent que les nouvelles applications collaboratives ne sont pas susceptibles de réduire le flux de mail. C'est un chiffre, c'est un fait, voilà, quand on pose la question. Et d'ailleurs, cette tendance aussi est liée peut-être au rôle qu'a pris le gestionnaire dans un cabinet qui, en 2021, n'a rien à voir avec ce que c'était il y a peut-être… Alors, effectivement, bon, moi, je ne suis pas un vieux de la vieille comme Henri, qui a 30 ans d'expérience. J'en ai que… N'insistons pas. 17. Passons. On va se venger après. Bon, j'ai commencé en 2003. On était vraiment aux prémices des mails. Effectivement, aujourd'hui, on peut considérer que le gestionnaire copropriété est vraiment front office, alors qu'auparavant, il était un petit peu plus peut-être middle office, si on veut utiliser des termes anglo-saxons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les copropriétaires ont l'adresse mail personnelle du gestionnaire. Donc, ils lui écrivent pour tout, y compris pour les micro-demandes d'information. Demande d'information pour avoir le code, pour avoir la date de la prochaine AG, pour avoir le montant de ses charges, pour avoir le téléphone du président du conseil syndical. Et on est pollué toute la journée avec ces petits mails qui, mis bout à bout, font qu'on se retrouve entre 50, 60, 70, 80 mails, parfois 100 mails. Auparavant, il y avait deux barrages, entre guillemets, pour ces questions-là. Le barrage de la standardiste, l'hôtesse d'accueil, qui pouvait filtrer, répondre à ces questions-là d'emblée. Et un deuxième barrage, le barrage de l'assistant, de l'assistante, qui, après la standardiste, si elle n'avait pas pu répondre, pouvait quand même répondre. Donc, le gestionnaire était sollicité vraiment pour les vrais sujets, des sujets qualifiés, des sujets qui répondaient à ses compétences. Donc, quelque part, avec cette augmentation considérable de mails, il y a aussi une dégradation des compétences du gestionnaire, une dévaluation de ses compétences. Il n'est pas sur les immeubles, il n'est pas au téléphone, on est censé être sur le terrain quand même. Et alors, comment vous faites-vous? Parce que justement, s'il y a ces problématiques qui interviennent, comment vous organisez-vous? Parce que vous êtes aussi… Alors, c'est vrai qu'on tout le temps sur le terrain. On finit par apprendre sur le tas. Ça rejoint ce que je disais à l'instant. On n'est pas formé en interne sur des méthodologies, des astuces un peu scientifiques, entre guillemets. Donc, on apprend sur le tas, au jour le jour, à force. Alors, il y a des astuces
que bon, je m'applique à moi-même. Bon, déjà, ne pas envoyer trop de mails soi-même. Il faut s'appliquer la règle à soi-même. Il ne faut pas oublier que le téléphone existe encore. Il ne faut pas oublier de le décrocher, de le prendre. Et parfois, d'ailleurs, c'est beaucoup plus simple d'avoir une conversation, on comprend beaucoup plus vite. Et puis même pour la relation client, moi, j'appelle régulièrement le président ou la présidente du conseil syndical pour faire un point au téléphone. On papote. Est-ce que tout se passe bien? Bon, voilà. Et même quand il m'envoie un mail avec toute une liste de devoirs, les devoirs du gestionnaire, j'en ai encore une ce matin que je traitais dans le train, j'ai quand même appelé le président du conseil syndical pour éclaircir certaines zones d'ombre. Sinon, on ne se comprend pas, on s'envoie des mails et ça ne s'arrête pas, on enchaîne. Donc, première astuce, première règle, prendre son téléphone. Et y compris avec un copropriétaire avec qui on commence à avoir un échange un peu houleux, à un moment donné, on décroche, on prend le téléphone. Après, il faut faire bref, il faut faire des réponses courtes. Bien noté, je m'en occupe, ce n'est pas la peine de raconter sa vie. Je vais envoyer tel plombier qui va arriver à telle heure, qui m'a dit qu'il allait faire ça. Ce n'est pas la peine parce que plus on en dit, plus on suscite de nouvelles réponses, donc de nouveaux mails. Donc, il faut faire bref. Les copropriétaires, la seule chose qu'ils veulent, c'est qu'on leur accuse réception rapidement, qu'on leur dise « Ok, je m'en occupe ». On n'est pas obligé de rentrer dans les détails. Il faut savoir aussi clôturer une conversation, fermer, ne pas renvoyer la balle. Par exemple, il y a des mots affaire à suivre ou je vous souhaite une bonne journée. Enfin, ça veut dire c'est bon, on arrête. Je m'en occupe, maintenant je gère. Bon, après, il faut éviter aussi de répondre aux mails un peu polémiques. Alors, je sais que ce n'est pas facile, il faut prendre sur soi. On fait un peu le dos rond, mais je veux dire, c'est nous quand même, nous le professionnel. On doit pas rentrer dans un jeu de provocation, dans des débats houleux, dans des combats de boxe, c'est non seulement vous perdez du temps, mais en plus psychologiquement, ça vous rince. Et puis, bon, après, il faut aussi peut-être ne pas renvoyer systématiquement au conseil syndical pour tout. Je trouve qu'aujourd'hui, les gestionnaires, pour quelle raison, je ne sais pas, renvoient trop au conseil syndical, leur demandent trop leur avis pour des petits sujets. Pour un devis, on nous demande de faire des devis pour 100 €, 200 €. À un moment donné, le syndic doit gérer. Alors, en assemblée générale, il y a un seuil à partir duquel on vote un seuil à partir duquel la consultation du conseil syndical est obligatoire. Généralement, ce seuil, c'est 1 500, 2 000, dans les gros immeubles, 3 000 €. Mais beaucoup, en pratique, les consultent systématiquement, même pour des petits montants. Donc forcément, quand on consulte un conseil syndical, c'est un organe collégial, en plus profane, ce n'est pas des professionnels, soit ils ne vont pas vous répondre, soit ils vont vous apporter des réponses contradictoires, et tout ça, ça va être générateur de mails. Donc le but, alors moi, ce que je fais, allez-y. je ne leur demande pas est-ce que vous me donnez l'autorisation de faire ça, je leur dis voilà le devis en pièce jointe, sauf avis contraire de votre part, sauf opposition de votre part, je passe commande. Il faut restituer un peu le rôle du professionnel qui, de temps en temps, pourrait être un peu oublié. Et même s'il y a quelques plateformes qui essaieraient de nous dire que les professionnels… je rappelle que la loi, l'article 21 de la loi de 65, définit clairement le rôle du conseil syndical. C'est le conseil syndical assiste et contrôle la gestion du syndic. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas le syndic qui est l'assistant du conseil syndical. Alors, dans certains immeubles, il y a une forme de co-gestion plus ou moins prégnante. Mais je rappelle que c'est le syndic qui gère. Donc, pour les travaux de maintenance courante, pour la maintenance courante, pour les dépannages, c'est le syndic qui doit gérer. Et on n'est pas obligé de demander systématiquement l'accord du conseil syndical. Ça, c'est dévoyer le rôle du syndic et ses prérogatives. Donc ça, c'est sur la partie copropriété, sur laquelle vous avez une expertise quand même assez particulière, Gilles. Il y a aussi toute une dimension dans l'immobilier et beaucoup de professionnels travaillent là-dessus, c'est sur la gestion locative. Alors, je crois que c'est plutôt clair aussi, vous en faites aussi sur la partie gestion locative. Ça, c'est dans la société Oiko. Est-ce que vous pouvez me donner quelques chiffres ou en tout cas l'organisation d'Oiko aujourd'hui? Oui, Oiko gère la gestion locative et aussi de l'asset management. Très bien. On gère à peu près 3500 lots par une super équipe de 40 personnes réparties à Paris et Marseille. Donc, on gère des lots principalement Paris, Lyon, Marseille, mais un peu partout en région aussi, pour des clients principalement institutionnels, mais aussi des foncières et quelques privés. D'accord. Et donc, vous avez une organisation particulière que vous avez mis en place, peut-être adopté des outils particuliers. Comment ça s'est passé, cette gestion un peu de… Le challenge à la création de Oiko, c'était de garder le bon sens d'un investisseur privé dans la gestion locative, donc très actif, pouvoir avoir de la liberté sur ses décisions aussi, tout en gardant les standards institutionnels, donc c'est-à-dire en termes de reporting, en termes de
de prise de recul sur la rentabilité de ces portefeuilles avec les grands critères de rentabilité d'un immeuble. Et donc, pour ça, en fait, ça nécessite en effet d'être sur le terrain, comme vous disiez tout à l'heure, et donc d'avoir des relations avec les locataires, donc de prendre, en fait, c'est ce qui est assez chronophage. Et aussi de se dégager du temps pour avoir une vision macro de son portefeuille, pour pouvoir le restituer à des institutionnels. Donc, on n'avait pas le choix que de trouver des outils, de nous équiper avec des outils digitaux pour permettre de libérer du temps aux gestionnaires sur des tâches à valeur ajoutée et se libérer un petit peu de toutes les tâches administratives comme la signature électronique qui nous a beaucoup aidé, comme un extranet locataire aussi qui nous permet de centraliser les demandes qui ne soient pas forcément que par mail, mais aussi par un canal qu'on peut suivre et qu'on peut monitorer, par des outils comme le téléphone, AirCall. Donc, c'est une plateforme qui nous permet, qui est un peu un équivalent d'Octolib par téléphone, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, mais en gros, qui nous permet de vraiment quantifier le nombre d'appels qu'on reçoit, le nombre d'appels auxquels on répond, de retourner les appels systématiquement. Donc, de garder une exigence et une qualité de gestion tout en gérant de la masse et du flux. Ce qui évite aussi le classique que nous, on a pu pas mal entendre ces derniers temps. Je ne peux pas vous passer le collaborateur parce qu'il est en télétravail. Alors ça, c'est assez extraordinaire en 2021. Donc, on ne peut pas renvoyer la ligne. Non, il n'est pas à son poste de travail. Alors, ça, effectivement, c'est un outil assez efficace pour ça. Okay. C'est vrai qu'on était équipés, heureusement, avant le confinement. Et du coup, on a pu faire face assez facilement sans trop de contraintes. Mais donc, c'est tous ces outils-là qui nous permettent de dégager du temps sur des valeurs à forte valeur ajoutée, sur des tâches à forte valeur ajoutée, et aussi d'attirer du coup des profils qui ont une casquette à la fois de gestionnaire, d'assets, qui ont une vision sur les chiffres, sur la rentabilité, et qui se dégagent de tout ce qui est administratif et pénible, et qui ont plus de temps à passer sur le terrain avec les relations avec les locataires par téléphone, qui est très important pour aussi purger des échanges de mails qui pourraient à non plus finir. Donc c'est tous des outils digitaux avec lesquels on s'est équipé. Et vous en avez plusieurs aujourd'hui qui sont dans le système d'information, si on peut dire ça comme ça. Alors c'est ça, c'est-à-dire qu'on a mis plein de briques les unes aux autres. Notre objectif, c'est d'en avoir une seule qui puisse faire toutes les fonctionnalités à la fois. Mais aujourd'hui, on l'a pas trouvé. Alors peut-être que Inch va le développer. mais du coup, on intègre à la fois donc AirCall pour les appels, à la fois Clack, c'est un outil de gestion pour la commercialisation des lots où les locataires déposent leur dossier. Donc, on peut savoir combien de locataires ont été intéressés par le logement, combien de locataires ont déposé leur dossier, dans quel délai ils ont été répondus. On a Ubiflow, donc c'est une plateforme de diffusion d'annonces massives. On a Mon Building, donc c'est un outil d'extranet qui propose aussi des services aux locataires. On a quelqu'un en interne qui s'occupe que de ça pour proposer et développer des services aux locataires qu'on aurait négociés préalablement. On a mis une voiture en copartage sur des immeubles. Voilà, c'est des services qu'on peut proposer via des applications. Et on a aussi une merveille, c'est ClickSense, je ne sais pas si vous connaissez, mais qui permet, c'est un outil de reporting en fait, qui s'intègre à tous nos logiciels comptables et qui permet de retranscrire des rapports sur tous les grands critères de performance. Donc, on peut piloter l'activité et à la fois, on donne accès aux bailleurs, à nos propriétaires, à cette plateforme. Donc, il y a une totale transparence sur l'efficacité et les critères de performance des portefeuilles qui nous confient. Pour l'avoir vu fonctionner, c'est assez bluffant. Ouais, vous pouvez rentrer sur un revenu locatif pour essayer de comprendre comment il est composé, la vacance, etc. Oui, on a développé, on peut voir l'évolution des loyers, on peut revenir il y a 5 ans, quelle était notre performance et le comparer aujourd'hui. On peut aller vraiment dans le détail, soit sur un portefeuille global, soit par immeuble, soit par locataire. Enfin, ça nous fait gagner un temps fou pour voir où sont les problèmes en fait, et de prioriser en fait nos tâches sur ce qui apportera de la valeur et là où il y a un réel problème, si c'est soit au niveau de la commercialisation, soit au niveau des impayés, soit au niveau des travaux. Et vous avez d'ailleurs aussi une consoeur qui fait à peu près les mêmes métiers que vous, donc Michel Pédel. Vous aussi, c'est une activité de gestion locative que vous avez. Alors ça, c'est une activité que vous avez, on l'a dit, depuis 2011, mais ça fait quand même un certain temps aussi que vous êtes dans l'immobilier. Alors, non, mais c'était intéressant de vous avoir sur l'évolution de la profession. Le but, ce n'est pas de théoriser, parce qu'on est plutôt sur l'aspect pratique, mais c'est toujours
intéressant de voir comment c'était organisé avant par rapport à maintenant, de comprendre un peu ces évolutions, ces bouleversements qui ont peut-être eu lieu et comment vous les analysez. Ouais, moi, j'ai eu la chance, donc, quand on a recréé Amonitia, donc en 2011, il s'était passé quelque chose d'assez fort dans la vie professionnelle, c'est l'arrivée des mails en entreprise, hein, vers les années 2005. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir participer à l'élaboration de solutions, de mise en place, de comment ça allait se passer, parce que ça paraît idiot aujourd'hui, mais on ne savait pas, hein, on ne savait pas. Bon, donc, on a mis en place certaines choses, peu importe, et je l'ai vu au niveau du groupe, et après, ça permet de voir les évolutions, les plus, les moins, etc. etc. Bon. Ensuite, en 2007 est arrivé le smartphone, ça paraît rien, mais c'est surtout la mobilité à travers l'Internet. Et donc, on a redémarré Amonitia en 2011. Et donc, du coup, j'ai pris le parti à l'époque de ne pas... On avait zéro client. Et donc, les 3-4 premières années, hein, nos premiers clients sont arrivés en 2014, 2011-2014. Ça a été, bon, développé évidemment, mais ça a été de construire une entreprise entièrement digitale. C'est-à-dire, l'idée, c'est tout ce que la machine peut faire, la machine doit faire. Donc, le smartphone avait amené finalement la solution, entre guillemets, c'est-à-dire que l'entreprise va être pilotée pour moi, hein, d'un smartphone. Elle l'est aujourd'hui. Et donc, on a créé tout cela. Donc, on a recréer un monde d'administration de biens, donc le même monde d'administration de biens, c'est toujours la même chose, mais à l'intérieur de procédures et de hubs, enfin, pour les clients et pour le collaborateur, pour nous, à travers ça. Donc, c'est la signature électronique qui a été mise en place, c'est le dépôt des dossiers, c'est interactif, c'est de l'IA pour contrôler les dossiers automatiquement. Voilà, donc tout ce que la machine peut faire, c'est de la LAD pour lire les documents et pas saisir les factures, enfin, tout ce que la machine peut, la GEL, enfin bon, bref, tout ce qui est dématérialisation, d'abord la dématérialisation pour arriver sur la digitalisation. Donc ça a été fait, on va dire, en amont de la construction, puis après, évidemment, tout n'était pas terminé, hein, donc voilà. Et vers 2016 est arrivée la loi Allure, enfin 2014 la loi Allure, et donc moi, quand j'ai vu arriver la loi Allure, j'ai dit, bon, alors il faut préciser, on a à peu près les mêmes volumes qu'OICO, mais sauf qu'on est dans du résidentiel, uniquement du diffus, et partout en France. Et là, ça redonne un éclairage différent parce que on a autant de bailleurs que de lots, et puis parce que partout en France, et puis parce que donc on a construit aussi notre cabinet sur une plateforme, donc déjà en 2011, un principe de plateforme, parce que l'idée, c'est de dire, dans du diffus, on peut diriger dans de la gestion immobilière, je ne parle pas de copropriété, on peut faire autrement. Donc, on l'a mis comme ça. Donc, tout a été bâti. Et en 2014, quand il est arrivé à Allure, plus vite, pénalité. On sait qu'endémiquement, rendre les dépôts de garantie dans les délais, endémiquement, rendre les charges dans les délais, c'est compliqué. Hein. Pas de personnel, pas assez de personnel, le personnel qui est chargé, plus de lots parce que pas de rentabilité, donc plus de lots, mais l'exercice, il y a belle lurette qu'il était arrivé au bout. Hein. Donc l'idée a été de dire, un collaborateur lambda, il fait 80% de saisie, 20% de front office. Bon, pourquoi ? Donc l'idée a été d'abord d'inverser, en dehors des technologies, d'inverser le processus, 20% de saisie, enfin mail, enfin bon, des choses comme ça, c'est ce qu'on appelle la saisie, et le reste en front office. Donc pour ça, on a créé une société, un autre, hein, mais une société qui nous décharge entièrement du back-office via des clouds, etc. Donc c'est entièrement serré. Hein, et cette société, voilà, vous avez un bail à faire, vous l'avez demandé, vous avez un congé, vous avez une saisie de charge, vous avez je ne sais pas quoi, enfin toute opération, soit comptable, soit administrative de gestion locative, on va dire, l'assistanat au sens large du terme. Et à partir de là, le collaborateur est entièrement déchargé de l'administratif via la technologie ou via la plateforme, et il se consacre donc maintenant à entièrement son front office. Et à l'intérieur de cette organisation, on a mis l'outil Inch à l'intérieur qu'on a enchâssé, et nous on l'a transformé, c'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, le collaborateur ne reçoit en aucun cas des mails, il reçoit ce que vous appelez un ticket, il reçoit, c'est toujours le mail, c'est toujours la même demande, attention, hein, mais elle est qualifiée, elle est calibrée, elle n'est pas dans les boîtes mail de chacun, et en fait, on travaille depuis 5 ans entièrement en collaboratif, que ce soit notre plateforme de saisie qui, elle se fiche pas mal que c'est tel gérant, elle débite l'administratif, et le collaborateur, lui, il a, après, ça revient chez lui si c'est son portefeuille,
mais son supérieur peut répondre, mais les vacances, ce n'est pas un problème, mais j'ai un problème de partage de dossier, ben, on le partage, tout le monde le voit, etc. Ce qui vous a permis de travailler pendant la pandémie sans aucun oui, problème. alors la boîte était promise à travailler en remote company, elle était faite pour ça à l'origine en 2011, donc on y est arrivé un peu couché en exercice grandeur nature avec la pandémie, mais voilà, ça a juste concrétisé l'esprit de la chose, et puis ben, voilà, aujourd'hui on est, qu'on soit présentiel ou en télétravail, ça n'a aucune importance, et qu'on soit en France ou ailleurs, dans sa maison de campagne ou dans un pays étranger, ça n'a strictement aucune importance. La boîte se pilote du smartphone. Voilà, alors évidemment, c'est un peu petit, hein, mais techniquement, tout est à base de smartphone, et le collaborateur peut être… donc voilà, je pense que la pandémie a accéléré la vision, l'atterrissage, mais voilà, donc on est dans cette organisation-là. Et là, vous voyez que ça, même par rapport à de l'administration de biens résidentiels en France, etc., enfin du très classique, entre guillemets, on peut se dire que demain, on peut aussi télétravailler et prendre des marchés à l'étranger, etc., puisque ça n'a plus aucune importance, ou même recruter des collaborateurs qui sont expatriés ailleurs et qui veulent continuer à faire ce métier, etc. Ça donne des dimensions assez… ça peut être des conditions aussi pour recruter. Hein. Des conditions pour recruter. Je pense que dans l'avenir à moyen terme, même en France, je veux dire, pourquoi travailler à Paris alors que je suis à Bordeaux, mais que j'aimerais bien bénéficier de ça, ou voilà, pourquoi? Voilà. Aujourd'hui, tout est démontré avec justement le passage au télétravail massif. L'accélération qu'on a eue. Écoutez, merci pour ces commentaires. Michel, Nicolas, vous avez donc au sein de Sergic, certainement les mêmes défis, avec peut-être une question sur les différents flux. Vous avez plusieurs marques aussi, alors ça c'est intéressant à voir, c'est-à-dire que sans toutes les citer, si je les ai tous, mais il y a 20 Campus, Viva Syndic, Ezeis, Syndic One, j'en oublie certainement d'autres encore. Et comment vous faites avec tout ça? Parce que tout ça c'est des flux, c'est des emails, des communautés différentes, comment ça s'organise? Donc effectivement, on a un certain nombre de marques. On a déjà une gamme en copropriété avec 3 marques que vous avez citées, Ezeis, Viva, Syndic One. Ensuite, une marque pour nos bailleurs, pour nos locataires, et une marque spécifique pour nos étudiants 20 Campus, parce que nous avons aussi une activité de résidence étudiante. Justement, le pari qu'on a fait, qui va un peu à l'encontre de ce que disaient les répondants questionnaires de Gilles, c'est que nos extranets clients, nos applis vont nous permettre de réduire le flux des emails à terme, ce n'est pas tout de suite. Donc, on a investi depuis 3 ans sur chacune de ces marques avec leur déclinaison numérique, ce qui fait qu'aujourd'hui, nos clients, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, depuis leur smartphone ou leur extranet, ont accès à la totalité quasiment des informations, parce que justement la transparence qui a été évoquée tout à l'heure est extrêmement importante. Alors, à terme, encore une fois, nous sommes convaincus que ça va baisser le flux des emails, ça va prendre du temps, mais on le voit aujourd'hui dans des secteurs qui ont un niveau d'avancement un peu différent, comme le secteur bancaire, c'est des pratiques qui se font, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une grande partie des opérations les plus simples, les plus courantes sont traitées depuis le smartphone, ce qui décharge un peu les autres canaux. Par contre, la complexité que ça amène, et là je rejoins les répondants du questionnaire, c'est qu'on est dans une logique d'immédiateté bien plus forte. Quelqu'un qui va vous faire une demande par smartphone, il attend une réponse dans les minutes ou dans les heures, ce qui était peut-être moins le cas par mail avant. Donc ça amène des contraintes effectivement sur nos organisations. Mais ça nous paraît très important. Ça nous paraît aussi très important de donner l'action à nos clients quand ils le souhaitent. On a mis par exemple, pour donner un exemple sur la copropriété, depuis maintenant 1 an, la possibilité de demander son pré-état daté en ligne. Le pré-état daté, c'est un des documents dont vous avez besoin pour signer le compromis de vente. À chaque fois, je pense que Gilles ne me démentira pas, on le demande au dernier moment parce qu'on découvre qu'on en a besoin pour le compromis. Donc, on a donné cette possibilité avec l'organisation derrière, un peu celle que vous évoquiez, d'être capable de le produire en 48 ou 72 heures et de le décliner numériquement. Mais tout ça, ça peut permettre d'éviter des mails qui auraient été faits dans l'urgence sur « j'ai besoin du prêt à dater, il faut telle info, etc. » Non, mais surtout par rapport à ça, c'est pas, je crois que si on ne travaille pas de secret, vous avez aussi la capacité d'anticiper certaines sollicitations. Je crois que vous avez fait des tests avec des technologies un peu avancées là-dessus, qui ne sont pas autour de l'email d'ailleurs, mais qui sont directement dans les bâtiments. Absolument. Un des vrais sujets, c'est plus vrai en copro, mais c'est vrai aussi en gestion locative, c'est quand vous avez des défauts, des soucis sur l'immeuble, c'est générateur énormément de flux. Un ascenseur en panne, vous pouvez avoir 40 appels téléphoniques pour vous l'indiquer, comme 40 mails. Donc, le fait de le signaler en une fois sur l'appli fait que tout le monde est au courant tout de suite, donc ça évite
des mails inutiles. Et en allant plus loin, effectivement, on a lancé une offre d'objets connectés qui s'appelle Magellan Connect. Et dans l'idéal, une porte de garage qui tombe en panne, le capteur envoie l'info au gestionnaire, donc il y a l'info avant nos clients, ce qui permet déjà de les informer, c'est la première chose. Donc au lieu, pareil, d'avoir des sollicitations, c'est un peu l'aspect préventif aussi qu'évoquait Gilles, on donne l'info et idéalement, surtout, de très vite pouvoir dire il y aura une intervention à telle heure, vous récupérez l'usage de la porte en bon état à telle heure aussi. Donc de basculer, plutôt que d'être en réactif, d'être en avance de phase sur les informations, de les diffuser et du coup de maîtriser bien mieux le canal mail, quoi. Et ça, c'est des technologies quand même assez avancées et puis c'est des choses qui vont peut-être arriver petit à petit. Autant sur la gestion de l'email en tant que tel, on n'est pas du tout dans l'aspect de science-fiction, quoi. C'est pas des choses qui n'existent pas aujourd'hui. Je crois que vous en avez peut-être croisé aussi dans d'autres secteurs, peut-être quand vous étiez dans vos fonctions chez IBM. Et il y a quand même des solutions aujourd'hui qui existent dans le monde pour gérer les emails de manière plus efficace. Alors, après, absolument. Donc, il existe aujourd'hui des intelligences artificielles, parce qu'il y en a plusieurs sortes, qui sont tout à fait capables, dès lors qu'on les entraîne, de comprendre les intentions des emails. Et donc, de préparer une réponse. Je pense que ça reste quand même préférable que ce soit un être humain qui réponde, mais de préparer la réponse, et donc qui fait en sorte qu'à chaque fois que vous recevez un email, vous avez la réponse intelligente préparée en face, vous avez juste à la relire et à l'envoyer. Ce qui, en termes d'organisation, est bien plus performante. Un des soucis qu'on a quand même dans le monde de l'immobilier, que connaissent moins d'autres secteurs, c'est le spectre des interventions sur lesquelles on doit intervenir. Il y a de l'administratif, il y a du juridique, il y a du technique du bâtiment, il y a des relations de voisinage, il y a de la comptabilité. Et donc, ce qui veut dire, et on le teste nous, mais je sais que d'autres acteurs le testent aussi, qu'il faut entraîner l'intelligence artificielle sur quasiment chacun des segments pour être capable d'avoir le répondant. C'est ce qui fait certainement, je pense, le charme et l'expertise de nos gestionnaires et la difficulté de le mettre en place. Mais oui, effectivement, dans d'autres secteurs, vous avez déjà, aujourd'hui, vous en rendez pas compte, mais des mails que vous recevez qui sont à 80 ou 90% l'objet d'une intelligence artificielle. Ils sont pré-rédigés et le sujet, c'est effectivement… L'intelligence artificielle va collecter les données, va prendre les infos, va préparer déjà des éléments et qui sont envoyés ensuite. C'est pour ça ça peut faire un peu fantasmer ces aspects alors soit en positif ou en négatif, mais c'est vrai que les intelligences artificielles, on a vu des démos de Siri, d'Apple, de Google avec des scénarios qui étaient assez dingues, mais on se rendait compte que sortis de ces scénarios-là, l'intelligence était assez pauvre et ça rendait le sujet assez complexe. Donc là, vous avez mis en place un certain nombre de choses chez vous. Demain, qu'est-ce que vous allez faire? Ça va tout automatiser, ça va suggérer des réponses, qu'est-ce que vous avez envie de faire pour le groupe Sergic là? Pour nous, l'enjeu, c'est vraiment que nos gestionnaires soient mobilisés sur leurs expertises. Vous parliez de tâches à valeur ajoutée, donc c'est vraiment ça, je pense, l'enjeu de tous. Donc c'est faire en sorte qu'encore une fois, tout ce que le client est prêt à faire et pour lequel il aura une réponse immédiate, il puisse le faire. Qu'ensuite, quand ça nous arrive, nous, on est les outils, et c'est une des raisons aussi pour lesquelles nous avons choisi Inch, qui permettent de gérer les priorités des mails entrants, pour faire en sorte qu'encore une fois, des mails qui auront été diminués, des mails qui auront été anticipés par les biais des objets connectés, sont ensuite traités avec la bonne priorité, parce qu'au bout du bout, quand même, tout ça, c'est de la relation client d'abord. Et donc, ce qu'il faut, c'est que nos clients soient assurés d'avoir la prise en charge. Je pense que certains peuvent comprendre que, surtout dans nos métiers, des fois, ça peut prendre du temps. Mais comme c'était évoqué par Gilles, de s'assurer que la personne en face, elle l'a suivi, elle traite, elle a pris le sujet. Donc, le client est rassuré là-dessus. Donc, c'est vraiment toute la chaîne, depuis le début de la sollicitation client et l'évitement qu'on peut faire jusqu'au traitement ensuite automatisé, priorisé par un certain nombre d'outils qui doit nous permettre de faire en sorte que, nos clients aient leurs demandes prises en charge dans des bons délais et que, nos gestionnaires se sentent valorisés parce que c'est extrêmement important et des conditions de travail qui soient meilleures que celles qu'ils connaissent aujourd'hui. Le but, ce n'est pas de faire plus d'outils pour moins d'humains et au contraire, surtout que je crois que la profession en a un peu besoin. Je pense que Henri, vous nous avez entendu là depuis quelques temps, vous êtes un acteur, mais aussi un spectateur du marché. Donc, peut-être que vous avez des choses à nous partager sur ces approches de relations clients in fine, parce que c'est ça l'enjeu. Qu'est-ce que vous voyez Je ne vais pas dire que des choses gentilles. Parce qu'en fait, le problème, c'est que vous avez invité des responsables qui, sur ces sujets, sont lucides et sont en avance. Bon, voilà, clairement, ce n'est pas un compliment que je leur fais, c'est une évidence. Si je parle de la profession plus collectivement, je crois qu'elle vit, pas pour rien que vous avez choisi ce sujet-là, elle vit le mail comme une agression.
une pathologie, en quelque sorte. Même inconsciemment, on ne vous le dira pas comme ça. Enfin, on ne vous le dira pas comme ça, on vous le dira comme ça. L'autre jour, j'avais un échange avec un grand de la profession, je ne le citerai pas, il a toute mon estime. Il a la responsabilité syndicale, bon, à la tête d'une grande organisation professionnelle d'administrateurs de biens. Et à la question, mais alors, comment tu fais avec les mails? Cabinet considérable, de grande importance. Ah ben moi, je dis clairement à mes gestionnaires qu'ils ne sont pas obligés de répondre. Alors, non, ça ne marche pas, ça. C'est-à-dire que clairement, on est en train de réaliser, c'est ça l'intérêt du mail. Je vais parler de solutions après aussi, à ma manière. Beaucoup ont été cités, mais on est en train de réaliser que l'administration de biens, gestion locative, copropriété, et on l'avait réalisé en B2B lorsqu'on parlait de tertiaire, hein, et en résidentiel, on réalise que ce sont des métiers de service. Bon. Le mandat actuel service, c'est-à-dire que bien sûr, les mandataires, ils ont le sens de la mission, ils font bien leur travail. Je n'ai pas de problème avec ça. Voilà, très largement, la NGC peut le dire, hein, très largement, avec une vision panoramique. Michel connaît bien la profession aussi. Le boulot, il est fait. Mais le service, c'est au-dessus du mandat. C'est au-dessus du mandat. Non, on n'est pas obligé de répondre à un copropriétaire. Il n'existe pas dans la loi le copropriétaire. Il n'existe pas. Hein, l'individu n'existe pas. Mais ça ne marche pas. Allez dire à un copropriétaire qu'il faut qu'il passe par le conseil syndical, bien sûr avec un mail, hein, et puis que si le mail vous est envoyé par conseil, alors vous répondrez. Ça n'a pas de sens. Donc, le mail nous explique tout simplement que nous sommes dans des professions de service et qu'il faut agir. Alors, ça fait aussi la critique, j'ose ce mot, hein, de l'obscurantisme de l'administrateur de biens. Celui-là même qui fait très bien son travail n'a pas souvent le sens de dire qu'il fait son travail, de dire ce qu'il a fait. Bon, il en quoi d'ailleurs, on trouve que c'est toujours trop cher, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière le travail du gestionnaire locatif ou du gestionnaire de copropriété. Il n'a pas toujours le réflexe de vouloir partager l'information. C'est aussi ça l'obscurantisme, parce que le pouvoir, en un sens ancien du terme, c'est de ne pas partager l'information. Mais non. Ça a été dit, une première façon de réguler les mails, ça prendra du temps parce qu'on est encore au début de cette période. Hein. Michel disait, bon, 2005, mais finalement, c'était hier. Il faut évidemment pousser l'information. Donc oui, pour des extranets riches de copropriété ou en direction des locataires ou des bailleurs. Je note qu'en 2014, le législateur a dit il faut que vous proposiez, pas que vous ayez des extranets hein, pour chaque copro, mais que vous proposiez, qu'est-ce que c'est devenu? Il a fallu avoir des extranets, parce que les copropriétés ont dit, bah oui, d'accord. Il a fallu que le législateur repasse une couche, 2019, en précisant ce qu'il devait y avoir dans les extranets, parce que la profession n'a pas joué le jeu, largement. Certains l'ont fait, ceux qui sont ici ont joué le jeu, bon, voilà, on va être clair. Il y a eu une volonté. Moi, j'ai vu des extranets. J'en ai audité un l'autre jour à la demande d'un professionnel parisien, voilà, très respectable. J'étais affolé. Il n'y a rien dessus. Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de chair non plus. Il n'y a pas de photos. Il ne faut pas croire non plus que dans tous les cabinets, l'adresse mail du gestionnaire soit donnée au client. Pas du tout. C'est faux ça. Les meilleurs le font. Il ne peut pas en être autrement. Vous existez, vous êtes gestionnaire de l'immeuble et vous allez donner une adresse générique du cabinet. C'est le cas encore très souvent. Donc, la solution pour qu'il y ait une régulation, c'est déjà de donner beaucoup d'informations. Toutes ces questions qui sont posées, qui étaient posées à l'hôtesse d'accueil au téléphone, ça peut encore arriver, et qui va direct au gestionnaire, c'est-à-dire le code d'entrée, tout ça doit être sur l'extranet. C'est une évidence. Et plus encore. Vis-à-vis des bailleurs ou des locataires, c'est la même chose. Donc, je crois vraiment qu'une première réponse, c'est l'anticipation. C'est ensuite aussi la technologie. Je n'aurais pas dit ça il y a 2-3 ans. Et puis, j'ai vu ce qui se passait, par exemple, dans le parc social. Michel le connaît bien parce qu'elle a aussi travaillé dans cet univers-là. C'est un univers intéressant. Moi, j'ai beaucoup de mes diplômés qui vont vers le logement HLM pour y être gestionnaire, locatif, bien sûr, voire de copropriété. Il y a des copros qui se... C'est un univers intéressant. Bon, franchement, il est moderne. Mes étudiants alternants, ils sont très heureux dans ces organismes HLM. D'importance ou de moindre importance, il y a de l'innovation. J'ai vu un chatbox, par exemple, et l'un de vos collègues à la tête d'une start-up a fabriqué un chatbox pour l'univers HLM. Je vous aurais dit il y a 2-3 ans, mais ce n'est pas possible. Mais si, c'est possible. C'est possible de décharger à 80%, je suis d'accord,
tu es un meilleur spécialiste que moi, mais aux 90%, les gestionnaires, des réponses. Ce sont des réponses automatiques par l'intelligence artificielle. Oui, je crois à ça. Et à l'arrivée, de toute manière, le digital doit permettre de recentrer vers la valeur ajoutée. Moi, je peux attester que celui qui prend la peine de faire un bac+5 spécialisé, désormais, c'est moins exceptionnel qu'avant. On est quelques écoles spécialisées, il y a des très bonnes licences pro, il y a des très beaux parcours en fac. Bref, on peut faire le choix d'une formation spécialisée dans l'immobilier. Si c'est à l'IMSI, j'en suis très heureux, mais ça peut être ailleurs. Il est certain que si on prend la peine de faire un bac+5, c'est pas pour aller passer sa journée à répondre à des questions plus ou moins intéressantes, mais importantes, parce qu'un code d'entrée, par exemple, c'est important. Voilà, si je n'ai pas mon code d'entrée, c'est très embêtant. Bon. Mais est-ce qu'il faut pour ça que j'embête le gestionnaire? Je ne le crois pas. Parce que j'attends surtout de lui que, par exemple, on va avoir une loi climat-résilience qui soit capable de faire un plan pluriannuel de travaux, décennal, qui va engager ma copropriété de 25 lots peut-être sur 2 millions de travaux. Et je voudrais que ces travaux soient bien choisis, bien échelonnés, etc. etc. Et c'est la même personne que je vais solliciter pour l'appeler pour la 10e fois, ou lui faire le 10e mail pour dire que l'ascenseur ne marche pas, parce que je ne suis pas sûr qu'à 9 h du matin, d'autres l'aient fait avant moi. Tout cela doit être automatisé. C'est une évidence. Et on aura de très bons gestionnaires qui seront heureux dans la profession. On a un problème aujourd'hui dans une promotion de l'IMSI ou de l'ESPI ou d'autres écoles. Combien vont choisir la gestion locative résidentielle? Combien vont choisir la gestion de copropriété? Trop peu. Oui, ils vont vers le tertiaire. Oui, ils vont vers la promotion. Et notamment parce qu'il y a le BIM aussi. C'est-à-dire que la promotion à l'ancienne, c'est fini. Donc, il faut que cette dimension digitale et le recentrage vers l'intelligence humaine et la valeur ajoutée dont la machine ne sera jamais capable, parce qu'en effet, notamment dans l'ancien, 2 appartements, ils sont différents. Voilà. Et même quand c'est dans le neuf et qu'ils sont semblables, ils ne sont pas occupés pareil, ils n'ont pas vieilli pareil. Donc ça, c'est intelligent. L'ingénierie financière, c'est intelligent. La connaissance technique du bâtiment, c'est intelligent. Le reste, ce n'est pas de l'intelligence. Donc, bien sûr, on aura une nouvelle génération, ça a commencé, mais l'exigence de ceux qui sont prêts à faire de la gestion locative ou de la gestion de copropriété, elle est à ce niveau. C'est très, très clair. Et si on leur dit, non, écoute, c'est à l'ancien, si on leur dit, tu ne vas pas répondre aux mails, ils font des rapports d'étonnement. Les miens, ils sont en alternance. C'est le choix de la pédagogie que j'ai fait à l'IMSI depuis l'origine, donc il y a plus de 20 ans. Donc, ils sont sur les bancs de l'école avec des profs qui sont des professionnels, et puis après, ils sont à l'entreprise. Quand ils rentrent du cabinet où ils font leur alternance, copro, gestion locative, mais il y en a qui, franchement, tombent de l'armoire. Parce qu'effectivement, quand on leur dit, écoute, tu n'es pas obligé de répondre aux mails, mais ils veulent répondre aux mails. Ils sont d'une génération qui répond aux mails, qui fait que ça, tout le temps. Donc, de toute manière, ce discours n'est pas audible. Il y a un changement plus que de paradigme, de culture, et il faut l'accompagner, et il faut pas que ce soit une douleur. Voilà. Donc, bien sûr, tous les remèdes, Gilles en a cité, tu en as cité aussi, vous en avez cité, ils sont tous bons à prendre, jusqu'à des astuces où, à l'effet, on ferme le banc, à un moment donné, et puis après, c'est de mon ressort. Donc, arrêtez de m'écrire, je m'en occupe, certes, mais je réponds. On ne peut pas ne pas répondre. Ça n'est pas possible à toute personne qui est dans une relation de clientèle, même si la loi ne la fait pas exister. Je pense au copropriétaire. Ben oui, aujourd'hui, il existe. Bien, Henri, merci pour. Visiblement, c'est un sujet sensible. Oui. Mais non, mais c'est. Et cette disruption, j'ajoute une chose, parce qu'il y a des débats aujourd'hui autour de nouveaux acteurs. On peut citer Matera, je n'ai pas d'état d'âme. Je vois un intérêt à l'arrivée de ces nouveaux acteurs. Je ne sais pas s'ils dureront, je ne sais pas s'ils prospéreront. Ce n'est pas le débat du jour. Il y en aura peut-être un autre que tu organiseras. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut que la profession aussi vive ça comme une critique. Si elle ne se disrupte pas, si elle ne se digitalise pas suffisamment, ça ne le fera pas. Et je vais jusqu'à dire, par exemple, que oui, il y a eu une catalyse au moment de la pandémie, enfin on y est encore un peu, malheureusement, et donc tout d'un coup, on a dit, oui, on va faire des AG virtuels, la loi Elan l'avait permis, tout le monde avait rigolé. Bon, il a bien fallu dire, on va faire, parce qu'autrement, on ne peut pas faire vivre les immeubles. Et ce fut fait. Et puis là, moi, je vois un retour en arrière. Je réentends des choses. Alors oui, les gens ont envie de se revoir, ils ont envie de vivre des AG. Mais enfin,
on va multiplier les réunions avec des conseils syndicaux de façon digitale. Enfin, très clairement, moi, je me méfie de cette palinodie, de ce retour en arrière de la profession dans l'administration de biens. Il ne faut pas de retour en arrière. Il va falloir faire une composition intelligente entre le présentiel, le physique et le digital, le distanciel, les mails, les extranets. Mais l'équation, elle est posée aujourd'hui. Il ne doit pas y avoir de retour en arrière, sinon la profession, oui, elle court le risque peut-être mal de se faire disrupter, qu'un acteur, un pure player arrive, séduise. Oui, Matera séduit certaines copropriétés aujourd'hui, c'est la vérité. On ne va pas insulter ceux qui font ce choix. Je ne sais pas s'ils ont raison. Bon, mais en tout cas, posons-nous la question, pourquoi ils séduisent? Voilà. Et Sergi s'est posé la question, quand Sandy Kwan est apparu, le lancement s'est fait à la faveur d'un salon de la copropriété. Bon, j'avais la responsabilité éditoriale et je me rappelle encore, mais Sandy Kwan, surtout Sergi derrière, s'est fait incendier par la profession. On a failli, c'est allé jusque-là, pardon, je vous décris, il y a prescription, mais certains grands noms de la profession ont souhaité excommunier, exclure du syndicat où historiquement Sergi était, voulait les exclure, hein, en disant non, mais attends, c'est pas possible. Mais moi, j'ai dit Sandy Kwan, j'évite de ne pas réfléchir quand il y a quelque chose qui arrive comme ça. Je réfléchis 2 minutes et je me dis c'est doublement intelligent parce que ça peut conduire vers la gestion traditionnelle des copropriétés qui étaient en autogestion, qui se posaient des questions et puis qui, au bout de 2-3 ans, je pense que c'était un calcul. Et puis il y a tous ceux qui vont trouver très bien Sandy Kwan. Et moi, ça ne me gêne pas. Voilà. Donc, et puis c'était de l'autodistribution. C'était voilà, l'autodistribution. Si elle est faite, mieux, hein. C'est toujours plus facile. Hein, oui, absolument. Voilà, c'est comme quand on intègre les contraintes, la loi, c'est toujours mieux que de se la faire dicter par un gendarme ou un magistrat. Bon, voilà, donc c'est ça qui se passe. Et ceux qui sont autour de la table l'ont compris. Ils ont fait leur auto-distribution. Moi, je rends hommage à Michel parce qu'elle a eu un parcours brillant dans l'exercice, on va dire, traditionnel, innovant, hein, toujours innovant, mais traditionnel de la profession. Et quand elle a fait le choix de créer Amonitia, c'était très courageux avec la longue expérience qu'elle avait de notre monde de pratique. Mais si on ne fait pas ça, oui, d'autres arriveront. Ne nous trompons pas, et des bons et des mauvais. Voilà. C'est sûr. Et d'ailleurs, je pense que c'est une inquiétude que tout le monde a bien en tête et qui passe à la fois par des gros aspects, je pense, des projets en interne, des projets d'entreprise, de transformation, et aussi par une dimension très terrain, quoi. J'insiste, puisqu'on parle, les nouveaux acteurs, c'est très bien, et les nouvelles technologies, c'est très bien. La seule chose qu'on reproche à Matera, c'est de ne pas être clair dans son discours commercial vis-à-vis des copropriétaires sur qui est le véritable syndicat. Et puis de faire de la gestion. Bref, il y a des procédures en cours. Les nouvelles technologies, on est tous très intéressés à ce sujet. Il faut qu'on parle des éditeurs historiques, des éditeurs de logiciels avec qui les syndics travaillent. Exact. Et clairement, moi je l'ai dit à mon propre éditeur qui s'appelle Timsi, Philippe Lasserie, s'il nous regarde, à Nice, je lui dis clairement, c'est vous qui nous avez mis dans le retard, avec vos interfaces qui ressemblent à des Windows 95. Même les professionnels, même les gestionnaires, les comptables ont du mal à s'en servir. Quand ils appellent la hotline, ils n'ont personne ou alors on ne comprend rien. Donc clairement, notre outil, nos logiciels, qui sont nos partenaires, c'est des partenaires historiques qui font de la copro, de l'administration de biens depuis 30 ans, 40 ans. Clairement, je dirais que c'est eux qui ont loupé le virage numérique. Voilà. Peut-être que les clients que nous sommes leur ont pas assez demandé. Les torts sont peut-être partagés, mais je ne voudrais pas qu'on oublie de parler d'eux. Aujourd'hui, ils progressent, ils recrutent des développeurs. En tout cas, c'est comme ça que ça se passe chez Timsi. Ils recrutent plus de développeurs, moins d'informaticiens. Les interfaces commencent à être un peu plus sympas. Et d'ailleurs, ça fait 2 ans que je travaille personnellement en tant que client avec Timsi, et ainsi que d'autres clients, sur le développement d'une application pour les copropriétaires, parce que j'avais constaté il y a 2 ans que les informations qui sont sur l'extranet et qui permettent de réduire les mails, puisqu'on en revient au sujet, les copropriétaires n'y vont pas trop, ils ne vont pas aller chercher l'information alors qu'elle est là. Chez nous, l'extranet est très fourni, très riche, mais les copropriétaires n'y vont pas. Je me suis dit que si ces informations-là étaient dans une appli facile sur l'écran numéro 1 de votre smartphone, ils iront beaucoup plus facilement. Donc, j'ai dit à Timsi, il faut absolument développer
une application mobile pour les copropriétaires et dessus, on met l'extranet. C'est l'extranet dans le mobile. Voilà. Convivial. Et là, on a les informations et ils vont facilement chercher et trouver l'information, ce qui leur évite de faire un mail. Et on en parlait aussi plusieurs fois. Le chatbot, c'est clair que c'est quelque chose que nous aussi, on veut développer avec Teamsy. L'intelligence artificielle, les réponses automatiques. Mais le chatbot est toujours dans cette appli mobile. Oui. C'est-à-dire que le copropriétaire passe par une seule appli. Et dans cette appli, soit il va chercher l'information lui-même qui est en 2 clics, il la trouve. Son appel de fonds du 4e trimestre 2017, en 2 clics, il l'a trouvé. S'il a une autre question, il appuie sur un bouton « Nous contacter » et d'abord, il va tomber sur un robot qui, par le système de l'entonnoir, au bout de 2-3, comme un échange de textos, va lui apporter le document qui est déjà dans la GED. Et d'ailleurs, c'est très souvent, l'intelligence artificielle sert principalement à ça. Il connaît des scénarios, il est capable de ranger. J'en profite parce que je voyais le temps qui passait un petit peu et je voulais absolument pouvoir donner la parole donc, à la fois à ceux qui nous ont rejoints sur place, qui sont peut-être dans la conférence, et puis ceux qui sont à distance. On a déjà une première question qui intervient. Alors, Nicolas, elle nous semble dédiée. En tout cas, c'est comme ça que ça nous a été remonté en tant qu'expert IBM, intelligence artificielle. On nous pose la question de… Plus c'est comme étiquette Sergique que je suis là. Hein, oui, bien sûr. Mais en tout cas, on nous pose la question de pourquoi est-ce qu'il y a des intelligences artificielles qui permettent de structurer le flux pour notamment le ranger et redistribuer ensuite les sollicitations vers les bonnes personnes. Oui, il y a des, alors ils appellent ça même des welcome bots, des intelligences artificielles qui, par un certain nombre de questionnements et encore une fois d'interprétation, toute la difficulté est de comprendre l'intention, sachant qu'on ne se rend plus compte, nous, quand on parle dans le langage courant, mais il y a plein de mots à double sens, il y a des mots qui, dans un contexte, n'ont pas le même sens. Mais encore une fois, bien entraînés, oui, vous avez des welcome bots qui vous permettent ensuite de pointer très précisément est-ce que c'est de la comptabilité, est-ce que c'est lié à un sinistre, est-ce que c'est plutôt une demande du bailleur, du locataire, etc. C'est d'ailleurs plus facile de bien qualifier un sujet que de le traiter avec de l'intelligence artificielle. Donc oui, ça existe. Alors, j'en profite pour rappeler pour ceux aussi qui participent à la conférence, si vous voulez poser des questions, normalement, vous avez tous un chat qui est directement accessible depuis votre écran. Vous pouvez poser des questions s'il y en avait. Moi, j'en avais une parce qu'on m'a posé la question il n'y a pas très longtemps. On nous a dit, mais en fait, c'est très simple, c'est cette problématique des emails. Alors, il suffit de faire des boîtes partagées. Alors, Henri, on connaît déjà votre position sur le sujet des boîtes partagées. Est-ce que c'est des choses que vous avez peut-être testées dans vos cabinets? Est-ce que vous avez des retours? J'ai toujours refusé, parce que sinon, qui répond? Voilà. Je pensais que c'était toi qui répondrais. Voilà. Moi, je pensais que c'était toi. Bon, au final, personne n'a répondu. Tout est dit. Ok, donc aujourd'hui, pour l'instant, ce n'est pas une solution. Non, les adresses mail génériques, ce n'est pas bon du tout. Et d'ailleurs, les entreprises avec qui on travaille, parce que nous, d'un côté, on a les copros, mais de l'autre côté, on a tous les fournisseurs, les entreprises. De ce côté-là, je refuse aussi que les entreprises aient des boîtes mail génériques. Parce que je le constate, et là, pour le coup, je me mets un peu dans la peau du copropriétaire. J'envoie un mail. Déjà, je ne sais pas à qui je l'envoie nommément. Et je n'ai pas de réponse. Et si je n'ai pas de réponse et que j'ai envie de décrocher mon téléphone pour gueuler et dire « vous n'avez pas répondu à mon mail », je ne sais pas sur qui gueuler parce que qui a reçu, qui a lu. Et ça participe à l'obscurantisme. Oui, puis à une autre chose qui est terrible, ça aussi, je peux dire que les jeunes, moins jeunes professionnels, il y a des conversions aussi, beaucoup dans l'administration de biens, ils veulent exister. Ils veulent exister. Moi, si je suis intégré à une équipe, je ne suis pas l'équipe. J'existe avec ma responsabilité. Je fais une erreur, je l'assume. Je fais quelque chose de bien. Je résous un problème. C'est plus souvent ça pour un client, mais je veux être reconnu. Voilà, c'est tout. Donc, l'adresse mail, c'est terrible de ne pas avoir d'adresse mail. Vous n'existez plus aujourd'hui. Il y a mon nom dedans, quoi. Enfin, voilà. Donc, ça c'est très positif, le mail. Il fait exister les personnes dans une équipe. Ça aussi, on ne le sait pas. Le client, est-ce qu'il sait qu'il y a toute une équipe au service de l'immeuble? Il n'y a pas qu'un gestionnaire. Il y a évidemment un comptable, il y a une assistante, il peut y avoir un responsable de contentieux. Enfin, bon, bref. Non, le mail a ça de formidable qu'il fait exister. Voilà. Alors, il fait tellement exister, il y a un autre sujet que je voudrais évoquer, c'est l'orthographe. La correction, non, c'est très important. C'est très important. Il y a un professionnel qui m'a demandé un alternant pour la rentrée et qui me dit, alors je demandais les critères, qui me dit orthographe parfaite. Parce que la correction désormais orthographique, chacun la prouve ou ne la prouve pas, parce que tout le monde écrit. On écrit plus que jamais, plus que jamais. Avant, un dirigeant, il n'écrivait pas, c'était son assistante. Il n'y en a plus beaucoup d'assistantes. Bon, tout le monde écrit directement.
Et vous voyez, oui, la dysorthographie, ou les phrases relâchées, ou pas les bons mots, ou voir les maladresses, parce que non, on n'insulte pas un client, même si lui, alors on peut le remettre en place, hein, faut se faire respecter, mais bon, donc tout ça, ça oblige aussi à se reposer la question de, voilà, est-ce que j'ai les idées claires, est-ce que je connais mon sujet, c'est ça écrire, hein. Le mail, c'est beaucoup ça. Alors, on s'envoie des textos maintenant avec les présidents de CS. Ou les textos, Mais c'est pareil, il faudrait avoir la même correction. J'entends aussi en disant l'oreillette que pour ceux qui sont dans les salles, si vous voulez poser des questions, il faut lever la main et on vous donnera la possibilité de poser la question. L'externalisation des pannes, je lis un petit peu une question entre-temps vers un professionnel de la relation client spécialisé est une option intéressante et rapide à mettre en place. Ensuite, s'il y a pour vous des choses que vous auriez rêvé pour la profession, là, ce serait quoi? Je pense que je me tourne peut-être plus vers les professionnels opérationnels, mais de quoi vous auriez rêvé pour vos collaborateurs? Je vais laisser la parole. Non, allez-y. Je crois qu'on est en train de le faire, hein, sauf que ça va pas assez vite, tout simplement parce que là, on parle des chatbots, des choses qu'il faut décharger, des choses ô combien importantes, le digicode ou je ne sais qu'est-ce, mais tout ça, c'est trop trop par rapport à l'essentiel. Donc, on aimerait être dans l'ère d'après. Mais aujourd'hui, je pense que pour ceux qui ont bien voulu le faire ou pu le faire ou voulu le faire, enfin, peu importe comment on le dit, mais on est déjà dans l'ère d'après. Moi, aujourd'hui, qui ai un peu de recul sur la profession, je me dis, j'ai commencé à 20 ans, bon, je me dis, ah non, mais c'est fabuleux. Hein, c'est fabuleux, c'est juste fabuleux. C'est pas assez, il y a encore des choses à faire, mais oui, les applis, c'est évident, oui, il faut que ce soit connecté, oui, en fait, c'est ce que je vous disais un petit peu dans la présentation, c'est que le rapport dit que les collaborateurs ne croient pas aux outils collaboratifs et ne pensent pas que ça va faire diminuer les mails. Moi non plus, je pense que c'est le fait d'avoir de la disponibilité et d'anticiper les questions ou les mails ou les demandes des clients ou d'avoir un traitement à part et où tout ça, je pense que c'est des solutions multiples, hein, mais je pense que c'est ce déchargement des choses importantes mais qui viennent polluer la tâche ô combien à valeur ajoutée et ô combien difficile, parce qu'un gestionnaire, il a, ce que disait monsieur, il a quand même des réponses à tiroir et des choses très dans différents domaines à savoir. Et quand on leur a déchargé ça, il restera ça. Et aujourd'hui, on est en train de le construire. Et oui, c'est ce qu'on doit arriver. Et les outils collaboratifs ou l'extranet ou enfin, tout outil digital va aider. Et en anticipant, parce que quand on connaît son métier, on sait très bien où est l'écueil. Hein, donc, à part l'impondérable, la fuite, l'ascenseur qui tombe en panne, tout le reste, on sait. On sait ce qu'il va demander. Si vous n'envoyez pas le bail, il va vous demander le bail. Si vous n'en demandez pas, il va vous le demander. Si vous réglez ça en amont, moi j'ai réglé tout. Donc, il ne demande plus. Et là, le taux de mail diminue. Et après, vous pouvez travailler en collaboratif comme nous, ça évite, le collaborateur change, la mémoire change. Ah ben non, hein, on ne peut pas aller au fond de la mer des boîtes mail pour trouver l'ordre de service numéro 33. Hein. Donc si vous voulez, et ça doit être réglé aussi. Mais aujourd'hui, on peut le régler. Aujourd'hui, ça c'est accessible. Le chatbot, il faut attendre qu'il se dresse. Il n'est quand même pas hyper fiable aujourd'hui. Tout ça, mais ça va venir. Hein. Dans l'immobilier, ça va venir aussi. Hein. Surtout qu'on a la remarque aussi en parallèle, mais c'est à chaque changement, à chaque bouleversement, il faut de toute façon se réadapter. Et c'est parfois aussi la difficulté des cabinets. Vous avez un paquet de dirigeants, ils prennent, et c'est normal, mais ils prennent le téléphone, ils peuvent aller en assemblée générale. Donc, aller trouver le temps parfois aussi de mettre en place ces organisations, c'est pas facile pour eux. On avait une remarque là d'une des personnes qui est à distance, c'est aussi le fait que les votes à distance, pour ceux qui font de la copropriété, a fait grandir de manière considérable le nombre d'emails. Et donc, il fallait aussi peut-être trouver une garde triage justement dans le flux qui arrivait pour traiter de manière efficace tout ça. J'avais aussi de votre côté, Claire, je crois que vous vouliez intervenir sur le sujet précédent. Non, oui, c'était. Mais en effet, vous avez un peu résumé. Je pense qu'il faut regarder aussi de là d'où on vient en fait. Il y a 5 ans, en effet, déjà, quand nous, on a commencé l'entreprise, il n'y avait aucun outil qui nous permettait de... Alors, pourquoi? Peut-être parce que le résidentiel a des démarches tellement faibles que personne ne s'intéressait au sujet et que dans d'autres services, le digital était vraiment beaucoup plus avancé. D'ailleurs, tous les outils nous sont venus un peu par le tertiaire, tout ce qui est extranet, etc. Le B2B a été exemplaire, bien sûr, pour le...
Mais je trouve qu'on commence déjà à avoir des effets vraiment positifs. Ce qu'il faudrait, c'est que ça s'accélère encore une fois, parce qu'on avait pris un tel retard que ça va être compliqué de le rattraper aussi vite, et d'avoir des prestataires, des applications qui proposent vraiment l'ensemble de la chaîne de services, en fait. Pas que la gestion des emails, on a une solution, ou la gestion des sinistres, on a une solution, ou la gestion des appels, on a une solution, mais qu'il y ait vraiment un outil dédié à la gestion. Et là, il y a vraiment quelque chose encore à faire sur ce domaine. Et en effet, je vous rejoins. En fait, le sujet de base, il vient notamment des outils, des outils métiers, en fait. Et en fait, comme tout se plug à cet outil métier qui est encore un peu archaïque, c'est compliqué de mettre de la nouvelle technologie qui soit vraiment précurseur sur des outils qui ne permettent en fait rien. D'ailleurs, ce qu'on appelle les néo-syndics, qui n'ont pas grand-chose de néo, à part un sweatshirt et puis une communication, développent leur propre RP. Ça, c'est dit. Pour partie. Et c'est là que c'est intéressant. Ils développent leur propre outil logiciel. Il faut rendre hommage à l'efflorescence, à la richesse des startups. Bon, il n'est que d'aller au salon Rent, voilà, ça a démarré il y a 8 ans. Il y a eu une accélération de l'histoire, c'est très clair ces dernières années. Donc oui, vous avez contribué, il y a des startups qui ont contribué à faire réaliser au SS2I ce qui se passait, il y a eu de la résistance, mais on peut dire aussi quand même que les grands éditeurs se soignent, et de toute façon, c'est ça ou la mort. Et donc, ils se soignent, ils rachètent même des startups, ils dialoguent avec des startups, enfin voilà, ils se modernisent. C'est vous, très largement, qui avez, souvent venant d'ailleurs que l'immobilier d'ailleurs, je parlais de rapport d'étonnement, voilà, des femmes ou des hommes très jeunes se sont dit, mais ça, c'est pas fait. Ben non, c'est pas fait, on va le faire. Bon, voilà. C'est souvent, on parle de toute façon de ces difficultés de la profession. Là, en tout cas, dans ce qu'on a évoqué aujourd'hui, il y a eu pas mal de points qui ont été abordés. Je pense que la demande générale quant à proposer un outil qui permette de traiter toutes ces sollicitations, en tout cas, côté, je pense qu'on l'a bien intégré et c'est des choses sur lesquelles on va travailler. C'est effectivement toujours à faire de concert avec les outils en place. Vous savez, c'est déjà dans d'autres secteurs assez établi. Vous avez l'ERP, c'est le moteur, ça tourne tous les matins. Il peut être un peu ancien, ce n'est pas le problème. Au moins, ça gère la facture et ça le fait correctement. Et vous avez des outils, peut-être qu'on appelle CRM pour la gestion de la relation client. Et ces deux outils-là ont l'habitude de fonctionner de manière assez complémentaire. Et ces deux univers avec deux focus. Peut-être que le RP est un peu plus focus sur la comptabilité, le mandat, l'administratif. Et le focus du CRM, c'est plutôt le client en tant que tel. Ils vont s'enrichir de données tous les deux, mais ils vont devoir travailler ensemble. Et d'ailleurs, il s'agit aussi de remarquer que bon nombre justement de ces SS2I se sont ouverts à des nouvelles technologies et aussi ont ouvert les vannes. Parce que aussi, pendant très longtemps, l'environnement était totalement toxique. On ne pouvait pas travailler dans ce marché-là parce que la donnée n'était pas disponible. Donc, vous pouvez faire le moteur que vous voulez, il n'y avait pas d'essence à mettre dedans. Et il y a eu une grosse prise de conscience de la part des éditeurs et on doit franchement les saluer pour ça. Ils sont en train de travailler, en tout cas pour bon nombre d'entre eux, à ouvrir les vannes et c'est quelque chose de super et je pense que leurs clients les remercient pour ça. Je vois qu'on est à peu près au bout du temps, donc je vous propose qu'on termine ici cet échange. C'était en tout cas un vrai plaisir pour moi de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. Voilà, on a abordé un premier sujet. Il y en a plein d'autres qui arrivent derrière. Donc, pour ceux qui sont présents ici ou à distance, on aura peut-être l'occasion de vous solliciter à nouveau. Et en tout cas, merci pour le temps que vous nous avez accordé. Et puis, on reste de toute façon à disposition sur les réseaux sociaux, sur notre site internet, sur nos téléphones et forcément par email. Si vous avez des questions. Pas trop email quand même. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Merci Thibaut. Merci. Merci.